Rebonsoir, soir d'info, la suite avec Madame la Présidente Hamsatou Sow Sidibé. Bonsoir. Bonsoir Madame la Présidente, je vous appelle Madame la Présidente. Bonsoir Chérif, bonsoir à tous et à toutes celles qui sont en train de suivre cette émission. Professeure, présidente de la convergence des acteurs pour la défense des valeurs républicaines, Karl Lenen, merci d'avoir accepté l'invitation de TFM avec vous pour revenir donc sur l'actualité nationale et sous-régionale avec le statu quo au Niger. Vous l'avez suivi dans le JT, mais d'abord, que vous inspire cette flopée de candidats à la candidature, cette pléthore de candidats à la candidature? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, merci beaucoup. Au plan démocratique, on sent un dynamisme. Il y a une volonté de faire, c'est ça. Beaucoup de jeunes surtout qui pensent qu'ils peuvent mettre à la patte pour faire développer notre pays. C'est normal, c'est normal. Bon, maintenant, est-ce que c'est pour être véritablement candidat? Certains me disent, je vais me présenter, faire une déclaration, comme ça on va me remarquer. Ah, quand même. Oui, on me l'a souvent dit. Oui. Mais je trouve que c'est normal. Vous savez, en 2012... Ah, ça, c'est pas normal. Hein. C'est déclaré pour être remarqué. Non, mais je veux dire... Oui. C'est un droit pour chacun que de vouloir participer à la gestion au plus haut niveau de son pays. C'est normal. Oui. Il y a beaucoup d'objectifs qui peuvent être poursuivis. Vous savez, moi, en 2012, j'avais osé. Parce qu'il n'y avait jamais eu de candidate. Tout à fait. Et j'ai dit, mais je vais ouvrir la porte aux femmes. Oui. Et aujourd'hui, vous voyez que beaucoup de femmes osent. Oui. Donc, chacun a ses objectifs. Hein? Et il ne faut pas en vouloir à qui que ce soit. Maintenant, ce qu'on voudrait, c'est que les élections se passent au mieux. Oui. Bien organisées, sans fraude, transparentes. Et élections qui puissent permettre de faire le meilleur choix. Parce que le pays a besoin aujourd'hui d'avoir à sa tête une équipe qui puisse permettre l'épanouissement, qui puisse permettre aux uns et aux autres de recouvrer la dignité. Pour vous, donc, le nombre de candidats qui va croître, plus qu'on approche de l'élection, pour vous, est-ce que c'est une démonstration de la vitalité démocratique? Mais oui, c'est ce que je disais. Oui. C'est la vitalité démocratique. Maintenant, bon, est-ce que tout le monde peut passer? Certainement pas. C'est ça la question. Parce que les conditions sont draconiennes. On va en parler, du parrainage, vous voulez dire? Ben oui, il y a le parrainage, il y a énormément de phénomènes qui entrent en jeu. Bon, ce qui est sûr, c'est que tout le monde ne sera pas accepté, parce que les conditions pour les réunir, il faut se lever de très bon matin. Mais nous souhaitons que le maximum passe, parce que c'est ça la démocratie. Le peuple a le droit de choisir parmi une pluralité de personnes et choisir la meilleure qui puisse gérer le pays. Alors, vous en savez quelque chose, puisque vous, candidate en 2019, avez été recalée. Vous revenez en 2024. Votre candidature n'est-elle pas une candidature de plus? Par rapport à quoi et à qui? Justement, c'est la question que je vous pose. Je vous la retourne. Vous vous demandez si c'est une candidature de plus. Pourquoi ce n'est pas une candidature de plus? Pourquoi on voterait pour vous? Mais parce que j'ai un programme. Parce que je crois en la personne humaine. Parce que je crois aux vertus de nos savoirs africains qui pourront nous permettre de gérer l'économie, de gérer
la santé. Je crois en nos savoirs africains qui pourront nous remettre sur les rails en nous permettant de valoriser nos qualités intrinsèques. Nous en avons. Parce qu'au Sénégal, fondamentalement, aujourd'hui, on ressent une déperdition des valeurs. On ressent un manque de leadership. Parce qu'on croit... Ah bon? Ben oui, parce qu'on croit que ce qui vient de l'extérieur est meilleur pour nous. Alors que nous avons nos valeurs, nous devons prendre conscience de ces valeurs intrinsèques. Nous devons avoir confiance en nous. Nous devons nous engager. Nous devons mettre en œuvre notre responsabilité et savoir que nous sommes redevables. Alors, si on a cet ensemble d'éléments, eh bien, je pense qu'on peut très bien évoluer dans le pays, bien gérer le pays et permettre à chacun de s'y épanouir. Alors, les autorités elles-mêmes, les personnes, les acteurs politiques ou autres, doivent s'évertuer à avoir ces qualités-là et transmettre ces qualités aux autres, en particulier aux jeunes et aux femmes. Mais vous avez été ministre conseiller, professeur Amsatou Sao Sidibé. Pourquoi vous n'avez pas proposé ces idées, voire même essayé de les mettre en marche? Qu'est-ce qui n'a pas marché, justement? Moi, je fais beaucoup de formations. Je forme régulièrement les jeunes et les femmes en leadership. Mais je leur dis, vous avez des qualités intrinsèques. Soyez conscients de ça. Ne croyez pas que c'est le mimétisme en regardant les autres, surtout l'Occident, que vous allez percer. Donc, vous avez des qualités essentielles. Soyez-en conscients. Et c'est ça qui vous permet d'avoir la confiance. D'accord. Et sans la confiance, on n'y arrive pas. Alors, vous êtes candidate actuellement. On n'a pas moins encore que je n'ai pas officiellement déclaré. Oui, encore, mais c'est un secret de polichinelle. Vous allez faire votre déclaration, peut-être même après le Magal. Juste après le Magal. Ben voilà, merci pour cette petite annonce ce soir. Pour vous, donc, le parrainage est un croc en jambe politique. Actuellement, malgré l'abaissement du taux, vous dites toujours que c'est démentiel. Rappelons que si un candidat n'arrive pas quand même à avoir 0,6% du fichier, il ne va pas tout simplement passer. Oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire qu'on demande à chaque candidat d'avoir de bons parrainages et en nombre autour de 45 000. C'est ça. Vous savez, 45 000, c'est quoi? C'est 1000 fois 45 ou 45 fois 1000. C'est beaucoup, hein? Ça peut ne pas être une difficulté. Mais la difficulté vient de notre de la culture, de notre culture. Oui. Je parraine Chérif. Mon cousin vient, je lui dis, ah, j'avais parrainé Chérif. Mais toi, tu es mon cousin, je vais encore te parrainer. Or, vous savez que ça fait que le parrainage est annulé. Absolument. On ne peut pas parrainer en même temps deux candidats. Deux candidats. Oui. Et ensuite, ce qu'il faut observer, c'est que le parrainage ici, il est vendu ou acheté. Ah bon? Ben oui. Il faut donner 1000 francs ou 2000 francs pour avoir des parrains. Alors ça, je dis toujours que c'est tellement gênant. Parce que la personne humaine, elle est tellement valeureuse. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Hein. Il y a des partis qui n'ont pas besoin de cela, qui bénéficient d'une adhésion. Non, mais attendez. Quand même, pour ne pas acheter, comme vous dites, des parrainages. Il y a au moins des citoyens et citoyennes du Sénégal qui vendent leur parrainage. Oui, mais en même temps... Même si ce n'est pas tout le monde, je ne dis pas que c'est tout le monde. Mais même une personne qui vend ça, c'est un problème. Et puis, il y a d'autres choses. C'est qu'avec le parrainage, on a une idée de qui vote pour qui. Donc, plus de secret du vote. Le parrainage, je crois que c'est une erreur, on l'a toujours dit. Il ne faut pas s'accrocher au parrainage.
il y a beaucoup d'autres méthodes qui pourraient nous permettre de dépasser le cap de ces listes très longue. De toute façon, la messe est dite. Hein. Aujourd'hui, la loi est passée. Mais tout de même, Amsatou Sow Sidibé, prétendre à diriger ce pays et ne pas pouvoir avoir ne serait-ce que 0,6% du fichier. On peut avoir plus. Quelle crédibilité quand même donner à cette candidature? Mais tant mieux. Non, mais on peut avoir plus. Oui. Mais je dis, oui. Vous faites le travail nécessaire. Au lieu de 45 000, vous avez 100 000. Oui. Alors, il peut se trouver que dans les 100 000, 60 000 ou 70 000 aient été présentés à d'autres personnes. La question des doublons. C'est le problème des doublons. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a les doublons, il y a l'achat de conscience. Il y a les doublons, il y a l'achat de conscience et le non-secret du vote. Oui. Parce que en connaissant les parrains, on peut avoir une idée sur qui va voter pour Chérif. Oh, c'est ça qui n'est pas bien. Le parrainage n'a pas été bien réfléchi. Ça a été imposé parce qu'il fallait une limitation. Oui, mais ça a été discuté lors du dialogue national, hein, dans la commission politique. Tout le monde connaît ma position. Oui, j'entends bien, mais ça a été discuté, c'est un consensus. Dans la commission politique, oui. J'ai mis le doigt sur le parrainage pour leur dire que c'était une catastrophe et qu'il fallait se départir de cette catastrophe pour l'élection. Mais est-ce que c'est pas parce que vous savez que ça va être difficile principalement pour vous? Tout le monde va se battre. Oui. Vous savez, en 2019, ce n'est pas le nombre de parrainages qui a été mon problème. Tout à fait, on se rappelle. J'ai présenté une clé USB. On m'a dit malheureusement que c'était une clé virusée. Virusée, oui. Il y avait un virus. Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez? C'était un problème technique. Oui. Oui. Donc, mais cette année, ça ne va pas se poser puisqu'il y a un comité technique qui sera installé au niveau du Conseil constitutionnel. Donc, soit vous avez les parrainages ou vous ne l'avez pas. Oui, tout à fait. Oui. Mais je dis, et je reviens, sur la question des doublons, vous pouvez avoir très bien travaillé, avoir le nombre de parrainages requis et vous retrouver dans la situation où on va vous dire, il y a tant de parrains que vous présentez qui l'ont été par quelqu'un d'autre aussi. Oui. C'est ça qui est aberrant, c'est ça qui est difficile. Et c'est ça qui fait que le parrainage... Vous appréhendez en réalité, vous appréhendez que ça se passe mal. Mais non. Oui. J'y vais avec beaucoup d'espoir. Oui. Puisqu'il y a quand même le parrainage des élus, puisque là on parle du parrainage citoyen, mais il y a aussi le parrainage des élus, rappelons-le. Ça ne concerne pas tout le monde. Oui, mais si vous avez 13 amis députés, ça peut passer, ça peut aller plus vite pour vous. C'est pas évident. Ou 120 maires. Rien n'est évident. Oui. Et même le parrainage citoyen, il faut faire attention. Parce qu'il y a des coalitions qui ont déjà le nombre de députés et d'élus. Mais je crains parfois qu'il y ait une sorte de sabotage. Parce qu'il y a des personnes qui sont de la coalition, d'une coalition ou d'une autre, et qui sont sur le terrain, en train de chercher des parrains, des parrains. C'est de la politique, hein. C'est ça la réelle politique. Là, quand vous me dites que c'est la politique, moi j'ai enseigné pendant 20 ans les droits humains. Et dans la catégorie des droits humains, la première, c'est les droits civils et politiques. Il n'y a rien de plus digne que la politique. C'est l'art de gérer la cité. Mais il ne faut pas qu'on salisse la politique au point que beaucoup de personnes maintenant se détournent de ça. Il faut une politique avec éthique. Avec éthique, c'est le parrainage optionnel aujourd'hui, avec les élus, avec... les députés et le parrain citoyen. Mais sur la pertinence quand même, sur la pertinence du parrainage, rappelons quand même quelques chiffres. Hein. Les législatives de 2017 ont été marquées par une présence record de 47 listes
47, Amsatou Sow Sidibé, contre 24 en 2012. Et grâce au parrainage, il n'y avait que 8 listes en compétition. En 2022, la présidentielle de 2019, 87 dossiers ont été déposés, 7 dossiers validés et puis 2 seront tout à fait, enlevés avec Khalifa Sall et Karim Wade. Oui. Il n'est que temps. Il y a problème, on peut pas laisser faire tout ça. Pour qu'on fasse une gestion saine de l'activité politique. Si chacun veut aller de son côté, c'est ça. Eh bien, ça crée problème. Oui. Moi, par exemple, ayant initié la 3e voie politique, qui refuse cette bipolarisation, pouvoir-opposition, parce que tout le monde n'est pas du pouvoir ou de l'opposition. 3e voie politique. Alors j'entends beaucoup de personnes maintenant parler de 3e pouvoir. C'est vrai. Mais ces personnes n'ont qu'à venir. On va travailler ensemble. On va avoir un candidat ou une candidate. Mais chacun veut aller dans son coin pour présenter sa candidature. Ce qui veut dire que vous-même êtes prête à vous ranger derrière un candidat ou une candidate? On discute. On discute que ceux qui prônent la 3e voie, mais viennent au moins voir l'initiatrice de la 3e voie, la personne qui a imaginé au Sénégal la 3e voie, et puis on discute. Très bien. L'écrasante majorité des candidats déclarés sont des hommes. Amsatou Sow Sidibé, à ce rythme, ce n'est pas demain que le plafond de verre va être brisé, n'est-ce pas? Oui, mais il y a beaucoup de personnes. Vous savez, j'ai observé les Sénégalais. En fait, les Sénégalais, ce n'est pas le sexe qui les intéresse. C'est la personne qui les intéresse. Et ce que je veux dire, c'est que la présidentielle, c'est un rendez-vous entre une personne et son peuple. Que cette personne soit de sexe masculin ou de sexe féminin. Importe peu. Oui, ce sont les qualités qu'il faut prendre en compte. Ces qualités de leadership, de leader, de personnes utiles, de personnes compétentes, de personnes avec un savoir-être. Et puis avec le savoir, bien entendu. Donc, et ce serait dommage qu'il y ait un homme, une femme, que les qualités intrinsèques de la femme soient supérieures à celles de l'homme et qu'on dise, tu es une femme, va dans la cuisine et laisse-nous faire. Mais ça ne vous fera que faire perdurer la catastrophe dans nos pays. Donc pour vous, c'est plus que cette question de parité, par exemple 2024, le tour des femmes, c'est beaucoup plus que cela pour vous? Non, c'est une question d'avoir le savoir, des connaissances, parce que c'est ça qui tient un pays, d'avoir la compétence, connaître la qualité et d'avoir les valeurs. Et d'avoir le vécu aussi. Et d'avoir l'expérience. L'expérience. Avoir fait ses preuves. Avoir fait ses preuves. Dans quel domaine? Politique ou économique? Partout, même dans la famille. Très bien. C'est tout un ensemble. C'est un faisceau d'éléments qui fait un candidat ou une candidate. Vous, en 2012, vous disiez... ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent? Ça ne doit pas être l'argent. Si jamais c'est l'argent, c'est une catastrophe. Mais avec l'argent, il faut de l'argent pour battre campagne. Oui, mais ce qu'on remarque, justement, et qui est en train de perturber le vécu et l'avenir, c'est que ce n'est plus l'humain qui est en face, devant, c'est l'argent qui est devant. Ça, c'est une catastrophe. Vous pensez à qui? Je dis que maintenant, la tendance presque générale, c'est que ce n'est plus la personne humaine qu'on met en avant, c'est l'argent qu'on met en avant. Or, quand on en arrive là, c'est une catastrophe. Il faut redresser les choses rapidement. En 2012, vous disiez vous-même, déclaration que vous avez faite à Touba, je me rappelle lors de votre rencontre avec le regretté Serigne Sidi Mokhtar, vous disiez qu'il est temps au Sénégal que les femmes compétentes prennent leurs responsabilités pour proposer aux Sénégalais autre chose. Autre chose comme quoi?
mais tout. D'abord, j'ai l'habitude, je parle depuis 2010 de valeurs. Ce sont les femmes qui véhiculent les valeurs et les bonnes valeurs. Mais les femmes, elles ont toutes les qualités requises pour être utiles. La femme est naturellement utile. Vous savez, vous avez cité un érudit en islam. Tout à fait. Celui-ci de Martin Mbaké, Bala Aïssa, Yanayal Yokler. Dieu magnifie la femme. Et nous sommes dans des religions, aussi bien musulmanes que chrétiennes, qui ont magnifié la femme, parce que connaissant la valeur de la femme. Si je prends la religion que je connais, parce que je suis musulmane, mais c'est valeur pour les chrétiens aussi, oui. Les femmes ont fait ce qu'on appelle des djalorés, c'est-à-dire que les femmes ont posé des actes que l'humanité vit encore et qui fait vivre encore une fois l'humanité. J'ai énormément... Quand je suis les activités du pèlerinage, quand je vois la cérémonie de Safa ou Marwa, on va, on revient, on va. C'est Sokhna Khadijara. Et on dit qu'il n'y a pas de Hajj quand il n'y a pas Safa ou Marwa. C'était quoi? Elle avait un bébé à qui elle voulait donner de l'eau à boire. Il n'y en avait pas. Elle allait, elle revenait pour chercher. Jusqu'à ce que Dieu fasse jaillir le Zamzam. Tout à fait. Et puis d'autres femmes, d'autres et d'autres et d'autres. La femme, malheureusement, l'interprétation qui est faite de l'islam et du droit musulman est telle qu'on ne reconnaît pas à cette femme cette valeur suprême que Dieu lui a octroyée. Professeur Amsatou Sow Sidibé, professeur de droit agrégé des universités. En matière de justice et de droits humains, vous en parlez tout à l'heure, le Sénégal est beaucoup critiqué en dehors et à l'intérieur du pays. Selon vous, ces critiques sont-elles fondées? Par moment, non. Par moment, oui. Parce que nous avons l'habitude de dire que la démocratie, la justice, les droits humains, c'est une quête permanente. On cherche toujours. Il y a toujours des failles, mais on cherche toujours à redresser cela. Au Sénégal, il y a beaucoup d'aspects de démocratie, de protection des droits humains. On ne peut pas le dénier dans tous les domaines. Les activités qui sont menées sur le plan économique, sur le plan environnemental, etc. Mais il y a des failles. Et la première faille, croyez-moi, pour moi, c'est l'état des prisons au Sénégal. C'est inhumain et c'est dégradant. Ce n'est pas parce qu'on ne bénéficie plus de la liberté d'aller et venir. On est quelque part en prison qu'on vit dans ces conditions quand même qui portent atteinte lourdement à la dignité de la personne. Ça, c'est un aspect. Sur le plan de la justice, je ne peux pas dire que tout est mauvais. Nous avons de hauts magistrats, de grands magistrats. De toute façon, nous ne pouvons pas dire autre chose parce qu'ils sont passés entre nos mains. Moi, j'ai enseigné pendant 40 ans. Tous ceux qui sont au palais, pratiquement, sont passés entre mes mains. Mais il y a des failles. Et les failles sont surtout dues à l'immixtion du politique dans ce qui est la justice. Oui, allez-y. Oui, et le non-respect, souvent ou parfois, de la séparation des pouvoirs. Justement, vous avez suivi cette joute épistolaire concernant l'état de la démocratie et les libertés du Sénégal. Est-ce que vous souscrivez à ce qui a été dit? Donc, si je vous comprends bien, vous souscrivez. Mais il y a eu, avec les 142... Les 142. Parce qu'il y a eu 142 et 1200 et quelques. Tout à fait. Les 1200 ont répondu aux 142. Alors, moi, je vais vous dire, avant que mes collègues universitaires ne sortent cette pétition, et avant que les 1200 citoyens ne réagissent,
j'avais déjà donné mon opinion. Oui. C'était dans le cadre d'une émission à 7TV. Ce que je disais, c'était que j'appelais mon frère, mon jeune frère, Ousmane Sonko, à cesser la grève de la faim. Oui. Vous savez pourquoi? Il est en bataille. Il lui faut de la force. S'il pratique la grève de la faim, oui. Ben, il hypothèque. Et il peut hypothéquer durablement sa santé. Et alors, où finira cette lutte? Et je disais dans cette émission, quand j'étais à l'université de Dakar, j'étais médiatrice. Quand les étudiants allaient en grève de la faim, mouvement, oui. J'allais les voir. Vous leur demandez de boire de l'eau. Je leur disais, mettez de l'eau ou bien même sous la couverture. Sous la couverture. Et même des bananes peut-être, oui. Parce qu'après, oui. vous vous battez pour une cause. Si vous n'êtes plus là pour vous battre, oui. eh bien, ça ne sert plus à rien. Et donc, ce que je demande vraiment à Ousmane Sonko, c'est d'arrêter la grève de la faim. Oui. Oui. Ce n'est pas la meilleure forme de lutte. De lutter. La justice doit être un amortisseur des chaos politiques, mais le contrat de confiance semble rompu entre le judiciaire et certains acteurs politiques, justement, dont Ousmane Sonko que vous citez, qui a beaucoup décrié et dénoncé une certaine injustice. Qu'en pensez-vous? Oui, bon, c'est normal. C'est normal. Entre moi et le Conseil constitutionnel, à un moment donné, il y a eu une rupture de confiance. Oui. Oui, chaque fois qu'on sent que ces droits sont bafoués, eh bien, on se pose des questions et on se dit peut-être que l'autre n'a pas fait ce qu'il doit faire. Tout à fait. Moi, ce que je prône, c'est que, justement, on revient à la séparation des pouvoirs. Tout simplement. C'est un principe constitutionnel, la séparation des pouvoirs. Et sur le plan de la justice, je dis toujours que l'éthique doit être au début et à la fin. La séparation des pouvoirs a fait défaut sous le magistère du président Macky Sall, c'est ce que vous dites ce soir? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est une question. Vous insistez beaucoup là-dessus, la séparation des pouvoirs. Oui, donc, mais de tout temps. Oui. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a une immixtion d'un pouvoir dans un autre. Lequel? Celui du président Macky Sall, alors? Mais non, je ne cite personne. Oui. Je dis que de tout temps, dans notre système sénégalais, le principe de la séparation des pouvoirs a été posé, c'est constitutionnel, mais il y a eu régulièrement des tentatives d'immixtion dans les affaires de la justice. Est-ce que c'est ce qui s'est passé dans l'affaire Ousmane Sonko, par exemple? Je ne peux pas vous répondre sur cette question-là. Oui. Je ne peux pas vous répondre vraiment sur cette question-là. Alors, j'en ai une autre, et c'est une question d'actualité. Ça concerne la recrudescence de l'immigration irrégulière. Beaucoup de jeunes, en désespoir de cause, prennent la voie maritime. Qu'en pensez-vous? C'est un désastre. C'est une catastrophe, c'est un désastre. Et dernièrement, je disais, mais la CEDEAO, elle s'investit beaucoup sur le problème interne au Niger. Oui. Et si cette CEDEAO organisait des assises pour juguler ce mal qu'est la migration clandestine, se concentrer sur ça. Depuis des années, depuis je crois 2016, je fais appel, je lance un appel, pas seulement à la CEDEAO, mais à l'Union africaine, pour qu'elle se penche sur ce fléau. Parce qu'un pays seul ne peut pas régler cette situation. Non, ici au Sénégal, par exemple. Ça s'internationalise. Tout à fait. Vous savez, les pirogues qui partent de Fastboy ne se remplissent pas seulement de Sénégalais. Il y a d'autres personnes, d'autres jeunes de la sous-région qui sont dedans. Tout à fait. Il y a eu des Bissau-Guinéens. Et puis la mort survient où? Dans un autre espace. Tout à fait. Donc il y a une internationalisation qui fait qu'il faut une action commune
pour lutter contre ce fléau. Et il faut une action forte. Oui. De l'Union africaine, de la CEDEAO, de l'Union africaine surtout, tout simplement. Surtout, mais je pense Union africaine. Oui. Parce que la CEDEAO, ce que je lui reproche, c'est de ne pas prendre conscience à temps de ce fléau pour l'éradiquer. Donc l'Union africaine, parce qu'en plus, ce n'est pas seulement la CEDEAO, il y a d'autres, il y a les pays au sud du Sahara aussi, qui sont concernés. Qui sont concernés. Voilà. Un mot sur la crise, justement, au Sahel, la diplomatie peine au Niger. Que pensez-vous de ces coups d'État à répétition dans cette zone de l'Afrique? Bon, les coups d'État, c'est vilain. Moi, je n'ai jamais accepté les coups d'État. Dans notre pays, à un moment donné, j'entendais certains dire il nous faut un coup d'État. Attention au coup d'État. Parce que les forces de défense et de sécurité, surtout l'armée, eh bien, c'est fait pour sécuriser les territoires, la nation. Son rôle, ce n'est pas autre chose. Alors, le Niger, qu'est-ce qu'on fait? Comment sortir du statu quo? Oui, pour le Niger, j'en ai parlé, j'ai publié. Il faut la diplomatie pour régler ce problème. Il faut que les gens se parlent. Mais la diplomatie peine actuellement, là, c'est bloqué. C'est mal mené peut-être. Peut-être que ça n'a pas été mené comme il faut. Mais il n'y a que le discours. J'ai toujours dit que le dialogue, c'est par là qu'il faut toujours commencer. Parce que chaque fois qu'il y a un conflit, après on est obligé de s'asseoir autour d'une table pour faire le dialogue. Autant démarrer avec ça, plutôt que de créer des dégâts. Les Nigériens ne le méritent pas. Et aucun État de la sous-région ou de l'extérieur n'a le droit de porter des armes sur un seul Nigérien. Donc tout sauf l'intervention militaire. Tout sauf ça. Merci beaucoup, professeur. C'est moi. C'était un plaisir de vous recevoir, professeur. Merci beaucoup. Merci à vous, cher professeur Hamsatou Sow Sidibé, Madame la présidente de la convergence des acteurs pour la défense des valeurs républicaines, Carl-Enen. On vous souhaite de passer le cap des parrainages. Moi j'attends votre parrainage, attention. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous, chers téléspectateurs. Soir d'info, la suite. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.